David Giovanassi, avec il y a deux A, hein, mais bon, voilà, TVA, c'est pas passé. Moi, je vais vous parler Dark Lab aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste Dark Lab, donc je remplace un collègue qui remplace un collègue qui n'est pas là. Donc, je vais faire de mon mieux pour essayer d'être clair et de vous expliquer comment ça marche. Si vous avez des questions, mes voisins seront ravis de répondre. Donc, Eris Arc Lab, c'est un des quatre accès d'Hyperion, Hyperion HS, Hyperion CH et maintenant d'Eris. En fait, c'est un accès aux collections. Donc, ce n'est pas uniquement l'accès au support papier, mais également sur papier, mais également aux matériothèques et à tous les centres de ressources qui vont mettre à disposition ces outils. Euh, Quand on parle de matériothèque, il y a également les outils pour analyser les matériaux et éventuellement faire des comparaisons avec ce que les gens peuvent apporter pour comparer les matériothèques avec ce qu'eux apportent. On peut imaginer que le côté archive a un côté un peu ancien, on va dire ça comme ça, mais ça reste quand même, les archives matérielles restent quand même très importantes parce que tous les centres de ressources n'ont pas numérisé leurs archives et donc il faut bien aller chercher et aller lire les archives physiques pour avoir un maximum d'informations. Donc ArcLab Europe a été créé en 2009 dans le cadre du projet européen Charisma par le C2RMF, la National Gallery, le British Museum, l'Opificio, l'Agence patrimoine culturel des Pays-Bas et le Prado. Ça a été poursuivi dans Hyperion CH et ça a été repoursuivi dans Hyperion HS avec 14 institutions qui participent à la plateforme. Euh, à ma connaissance, il y a eu beaucoup d'accès qui ont été faits plus sur la connaissance au niveau archéométrique et au niveau de la connaissance des œuvres. Il n'y a pas eu trop d'accès qui ont été faits sur des problèmes de conservation, notamment pour les monuments. Moi, j'ai connaissance que d'un seul, qui a été fait à l'Opificio il y a 5-6 ans. Euh, 99% du reste, c'était plus sur des œuvres muséales. J'ai connaissance d'un seul sur une peinture murale. En France, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5 partenaires qui font des accès, qui feront des accès pour ArcLab. Bon, le LRMH, le C2RMF, l'INP, le CICRP et Trace, qui est à Toulouse. L'offre des services, comme je vous l'ai dit, c'est des bases de données. Ce sont des documents scientifiques et techniques. Ce sont des fonds iconographiques, des manuscrits évidemment, des archives administratives, des fonds d'archives privées. Mais ce qui est vraiment le petit plus, c'est vraiment la matériothèque avec les échantillons, les coupes stratigraphiques, les matériaux de référence et éventuellement les outils pour aller interroger ces matériaux de référence. C'est vraiment, à mon sens, le point fort d'ArcLab, plus que l'utilisation des archives elles-mêmes, qui va se retrouver vraiment dans Digilab aussi, si d'aventure toutes les bases de données sont numérisées. Sans compter, oui, bon, il y a déjà plus de 40 000 rapports scientifiques, 50 000 échantillons et 500 000 images scientifiques rendues accessibles par Eris France. Sachant que, à ma connaissance, en tout cas, là, je vais parler du LRMH, 99% des documents sont en français. Donc, au LRMH, on n'a jamais eu d'accès ArcLab dans le cas d'Hyperion CH et HS. Je sais qu'au C2RMF, il y en a eu, mais chez nous, tout est en français. Donc, si vous lisez pas le français, ça va être un peu plus compliqué pour comprendre ce qui est écrit. Hop, là, pour le C2RMF, je préfère pas m'avancer parce que je ne sais pas, donc je préfère pas m'avancer. Euh, mais je pense qu'une grosse majorité est en français. Euh, pour la valeur ajoutée, les perspectives, je pense que c'est important, et j'ai essayé d'insister, car CLAP, ce n'est pas seulement des archives, ce n'est pas seulement du papier à lire, c'est beaucoup d'autres choses et c'est très, très, très important. Par contre, le fait de mettre des matériothèques, tout ce que ça englobe, ça suppose aussi qu'il y ait des gens qui viennent aider, des scientifiques qui se mobilisent ou qui seront mobilisés pour aider à faire les analyses, parce qu'évidemment, les invités qui viendront dans le programme d'ArcLab n'auront pas accès, eux, aux outils analytiques. Donc, il faut aussi une mobilisation de la part des 5 centres que j'ai cités précédemment pour mettre à disposition des techniciens, ingénieurs, ingénieurs de recherche ou assistants ingénieurs pour justement faire les analyses. Quelque chose qui a été dit ce matin qui est très, très important et qui n'est pas propre à ArcLab, mais qui est propre à tous les accès. Je peux plus en parler pour Molab, mais je pense que pour ArcLab, c'est exactement la même chose. Il faut favoriser la co-construction des projets,
que ça vienne pas d'en haut, de nulle part et qu'on sache pas comment c'était fait, d'où vient la demande. Il faut vraiment la co-construire pour qu'elle soit intelligente et qu'on puisse éventuellement aiguiller les personnes vers, pourquoi pas, d'autres centres de ressources qui auront les informations que le CICRP, le LRMH ou le C2RF n'a pas. Et justement, pour co-construire ce type de projet. Il y a aussi quelque chose qui, à ma connaissance, n'a pas été fait, en tout cas pour le MOLAB, c'est sûr. Ce sont des projets multiplateformes. Et je pense que ce serait très, très, très intéressant d'avoir des projets qui sont multiplateformes, DarkLab, AffixLab, AMOLab. Et justement, qu'on ait toute cette continuité-là sur les, je vais prendre les trois parce que Digilab est un accès un peu différent, pour qu'on ait justement des projets qui s'inscrivent dans la continuité de ces trois accès pour vraiment construire un projet qui est très intéressant et complet. Et évidemment, après ce sera Ruben qui en parlera, il y a un lien évident entre ArcLab et Digilab.